Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, pour conclure l'année 2024, je suis avec un projet que j'ai découvert il y a quelques semaines. Et donc, je vais accueillir Jean Brieuc, qui en plus a un très beau prénom. Bonjour Jean Brieuc. Salut. Donc Jean Brieuc, tu nous viens de Belgique. Évidemment, on va parler du projet que tu vas venir nous présenter aujourd'hui. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à ta dernière aventure, enfin à l'aventure entrepreneuriale que tu es en train de mettre en place? Oui, tout à fait. Donc moi j'ai 36 ans aujourd'hui, bientôt 37. Je suis ingénieur en électronique à la base d'une université belge spécialisée en microélectronique, donc vraiment les dispositifs très précis, les processeurs, les architectures processeurs, et c'était mon kiff quand j'étais à l'UNIF, c'était vraiment cet aspect high-tech et ces technologies que j'ai trouvées passionnantes. Et donc ça, c'est un petit peu mon orientation professionnelle, mais j'ai toujours eu une passion et une sensibilité pour tout ce qui est développement durable, environnement, etc. Quand j'avais le temps, donc avant d'avoir des enfants et autres, je faisais de la photo animale. Toujours été passionné d'ornithologie et d'observation des oiseaux. Donc ça illustre un petit peu depuis tout petit ce côté, cette dualité, on va dire, passion pour l'environnement et geek, passion pour la technologie. Et donc, à la fin de l'UNIF, mon rêve c'était de bosser dans le spatial. Donc j'ai commencé à bosser dans une boîte aéro-belge qui développe des systèmes d'orientation pour les fusées européennes. Donc c'est des gros vérins, donc des gros trucs qui tirent et qui poussent sur la tuyère du moteur de la fusée pour l'orienter. Et moi j'ai développé les processeurs qui faisaient les calculs de combien de centimètres, combien de tours est-ce que le moteur devait faire pour faire grandir le vérin de 3 centimètres, etc., ou rétrécir. Et donc, Ok. ouais. Incroyable. Et alors, en plus, effectivement, tu as raison. Tu parles de dualité, mais souvent, on a tendance à opposer environnement et technologie, mais finalement, tu es peut-être une incarnation du fait que on peut aussi faire des choses tout à fait intéressantes avec les deux, quoi. Ben, dans un premier temps, c'était assez ségrégué. Donc, il y avait mon boulot d'ingénieur à faire ce que je devais faire comme un bon petit ingénieur dans une boîte ouais. Et puis sur le côté, le week-end et dans la vie, ben, j'avais ma passion, ou en tout cas essayer de réduire mes impacts environnementaux, ouais, réduire ma consommation, manger local, etc. Et faire mon petit boulot du côté de ma vie personnelle. Mais une fois qu'on passait sur le côté professionnel, ben j'avais pas d'impact ou de poids dans mes choix professionnels pour réduire l'impact de ce que je faisais professionnellement. Et donc, ben en tout cas, c'est cette ségrégation, ce gap entre mes ressentis et mes sensibilités et mon activité professionnelle, qui a fait qu'à un moment, en fait, ben, j'aurais fait le tour du spatial, j'étais content. À la fusée ou ce que j'ai fait qui a décollé, et puis je pouvais dire c'est bon, je l'ai fait. Et puis ben ok, maintenant je fais quoi? Ben il y a quand même des problèmes de développement durable et de crise climatique où il faut il faut des ingénieurs qui proposent des solutions alternatives au modèle de pensée ingénieur, toujours plus de performance, plus de vitesse, plus de débit, plus de résolution, plus de tout. Il faut des gens du métier pour proposer autre chose, et donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Ok, ben on va y revenir, mais le spatial en plus, effectivement, tu vas me dire, c'est beaucoup d'amour pour la technologie, disons, et pas forcément, mais un petit peu aussi pour l'environnement. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Jean-Pierre Gou
et le siècle bleu, la petite princesse qui en parle beaucoup et puis qui parle aussi de l'overview effect et qui fait en sorte que finalement c'est grâce à l'aventure spatiale humaine qu'on découvre aussi toute la beauté de la planète Terre, quoi. Ouais. Et d'ailleurs donc cette aventure dans le spatial, donc en tant qu'ingénieur, à partir de tes études, ça t'a pris combien d'années? Enfin, juste, est-ce que tu as 10 ans, 10 ans, ok. ouais, 10 ans dans l'aéro, j'ai fait beaucoup de spatial et puis sur la fin, un petit peu de drones médicaux pour du transport d'échantillons de sang entre les hôpitaux, etc. en zone urbaine. C'était marrant. Et Ok, puis excellent. d'autres trucs, des projets de recherche plus satellites, etc. Mais voilà. Ok. Et ça nous amène, j'imagine, après ces 10 ans, à ton aventure actuelle, ou il y en a une autre entre-temps? Ouais, j'ai bourlingué un petit peu, donc j'ai décidé de quitter l'industrie et de faire autre chose, plus en lien avec, en liant impact environnemental et technologie. Et donc je suis parti sur tout ce qui était low-tech et spécifiquement ingénierie low-tech. Et donc comment est-ce que on pouvait intégrer des concepts low-tech, donc une approche raisonnée des technologies dans le boulot d'un ingénieur qui a la responsabilité de résoudre un problème ou de proposer des solutions techniques. Et donc j'ai bossé dans une ferme urbaine, enfin sur un petit projet de ferme urbaine à Bruxelles au début du Covid, beaucoup rapidement sur des questions d'énergie, production de pellets à base de pellets de chauffage à base de déchets organiques, une batterie thermique qui stocke de la chaleur au lieu de stocker de l'électricité, de l'optimisation de consommation électrique résidentielle, donc beaucoup de projets liés à l'énergie, aussi à la mobilité. J'ai travaillé pour une entreprise qui développe des vélos électriques en Belgique. Donc ça a été très varié. Mais en fait, j'avais mon côté, donc ça c'était plus de la gestion de projet, du développement commercial, c'était très très large comme scope, on va dire. Mais j'avais ce côté un petit peu geek qui restait à me questionner sur ou cette passion aussi des ordinateurs et à voir tous ces smartphones qu'on jetait après 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans max d'utilisation. Et moi, j'ai travaillé sur les composants qui sont dedans, avec les composants qui sont dedans, donc je connais la puissance que ça a et le potentiel que ça a dans d'autres applications. Un processeur, ça a un rôle à un moment et ça peut être reprogrammé et ça peut prendre un autre rôle à partir du moment où c'est reprogrammé. Pour peu qu'on sache le faire et qu'on veuille le faire, hein, et tant que le processeur n'est pas cassé, il a une infinité de vie qui l'attend, quoi. Alors c'est ça, donc là tu t'en viens effectivement à ce fameux projet actuel, mais justement, alors je te propose peut-être de décrire Citronix, et puis après on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est pertinent aujourd'hui par rapport aux applications ou les usages qui sont faits dans ce domaine-là. Et puis effectivement, après, on viendra à comment t'en es venu à le mettre en place. Déjà, si on peut revenir à la première étape, est-ce que tu peux nous présenter Citronix, s'il te plaît? Ouais, donc Citronix, c'est une entreprise d'électronique circulaire. Et donc, le nom, c'est la contraction de Circular et Electronics. Et ça fait référence au citron parce qu'on apporte une petite touche de fraîcheur et d'amertume à l'industrie électronique qui manque très fort d'approches différentes en termes d'impact environnementaux. Ils sont très bons pour l'industrie IT, ICT ou high-tech en général est très très bonne pour innover en permanence pour plus de performance, mais pas très bonne pour innover en permanence pour moins d'impact ou plus de circularité. Et donc c'est ce que nous on apporte avec Citronix. Donc c'est notre challenge ou notre envie, c'est d'amener de la circularité dans le monde de l'électronique et de la high-tech en général. Donc aujourd'hui, on se concentre particulièrement sur le cas des smartphones,
puisque un smartphone, enfin des smartphones, on en jette plus ou moins 200 millions par an en Europe, donc c'est des volumes, Juste en Europe. ouais, c'est des volumes qui sont gigantesques. Et Donc c'est presque un smartphone pour jeter pour 2 habitants, enfin pour 2 Européens, quoi. ouais, ouais, c'est ça. En gros, tu regardes la durée de vie moyenne est de 2 ans, plus ou moins, et ça augmente légèrement. Mais en tout cas, les volumes sont gigantesques. Et donc, ben, d'une part, c'est cet impact environnemental-là qui est et ok, il y en a pas mal qui sont reconditionnés, etc. Il y a de la, il y a de la, déjà de la circularité, on va dire, au niveau de la fonctionnalité smartphone. Du produit en soi, ouais. Ouais, voilà. Mais même après toute sa durée de vie, il y a un moment où le smartphone ben, n'a plus de valeur en tant que smartphone parce qu'il est trop vieux, trop lent, trop cassé, trop cher à réparer et donc il n'a plus d'avenir en tant que smartphone et donc là il finit soit il est envoyé en Afrique ou en Inde pour être démantelé et où ils vont essayer de récupérer des matières premières dans des conditions qui sont effroyables. Donc ils sont et les gens qui manipulent tout ça, ils sont intoxiqués aux métaux lourds et à toutes les crasses toxiques qui sont dans les matériaux toxiques qui sont présents dans les smartphones et dans l'électronique en général. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est plutôt que de détruire ces smartphones, mais souvent en fait les circuits électroniques à l'intérieur sont encore totalement fonctionnels et tout à fait capables de jouer un autre rôle dans une autre application. Alors ça, c'est juste avant effectivement que tu en viennes à préciser tout ça. Je pense que c'est intéressant. Donc tu le dis, il y a eu cette étape de reconditionnement qui s'est mis en place depuis peut-être une dizaine, quinzaine d'années en Europe. Je pense notamment à Recommerce en France et puis d'autres évidemment sur le sujet. Et puis l'essor de back market aussi. Mais et puis souvent, effectivement, comme tu disais, il y avait l'étape, on va dire, recyclage. Alors recyclage dans des conditions déplorables, comme tu le mentionnais en Afrique ou en Inde. Mais il y a aussi un acteur belge, Umicore, si je me souviens bien, qui va récupérer uniquement l'or dans les smartphones parce qu'on dit qu'il y a plus d'or dans une tonne de smartphone que dans une tonne de minerai dans une mine d'or en Afrique. Et ok, mais effectivement, il n'y avait pas cette étape entre les deux, c'est-à-dire entre la matière et le produit en soi, il y a les composants. Et donc là, c'est précisément ce sur quoi tu t'attaques. Oui, mais c'est là qu'il faut contextualiser l'aspect du recyclage, où le recyclage aujourd'hui est réalisé sur des volumes infimes de déchets électroniques, parce que déjà il faut arriver à ce que ces déchets électroniques intègrent les filières de recyclage. Or, pour une grande partie, c'est pas le cas, donc ils disparaissent, ils finissent quelque part, on ne sait pas où, mais pas dans les filières de recyclage classiques. Et puis dans ces filières de recyclage, il y en a beaucoup qui sont revendus ou exportés à l'extérieur. Donc en dehors de l'Europe, et donc parce que c'est sans doute plus économiquement intéressant, ça coûte moins cher, ou en tout cas le recyclage n'est pas assez compétitif, ça coûte très cher en énergie, c'est extrêmement complexe de séparer tous ces atomes, cette soupe d'atomes qui a été concoctée à la création de ces systèmes électroniques. C'est vrai, il faut se dire que c'est vraiment aller déposer des atomes de manière très très précise dans un matériau cristallin au nanomètre près, à un endroit très précis, et venir le ressortir, ça demande énormément d'énergie pour les processus qu'on sait inverser, et il y en a beaucoup de matériaux qu'on ne sait tout simplement pas récupérer. Il y a genre de mémoire, il y a autour de 60 éléments du tableau de Mendeleïev qui se retrouvent dans un smartphone, et on ne sait aujourd'hui économiquement, on sait en récolter récupérer peut-être 10 au total techniquement, mais économiquement parlant, on ne sait en récupérer que 2 ou 3. Et donc c'est effectivement une des spécialités d'Umicore en Belgique, mais sur des volumes qui sont infimes, et tout en sachant que nous, les smartphones qu'on prélève, qu'on évite d'envoyer au recyclage, ils finiront un jour chez Umicore ou dans des filières de recyclage, dans les bonnes filières de recyclage. Donc on ne fait que les prélever
à un moment sur la descente de leur cycle de vie, quoi. Donc au fur et à mesure Vous êtes une sorte de filtre qualité finalement. alors filtre qualité, c'est plus on arrive à recréer de la valeur de ce que beaucoup considèrent comme un déchet, et donc on arrive à transformer quelque chose qui ne vaut que quelques cents, quelques euros, et qui est considéré comme un déchet en quelque chose en un produit qui est équivalent à du neuf, enfin équivalent à du neuf en termes de fonctionnalité, puisque les composants de smartphones d'il y a 7, 8, 9 ans, 10 ans sont encore vendus neufs à performance équivalente. Donc il faut pas croire que toute l'industrie électronique change tous les 2 ou 3 ans. C'est juste le high-end, donc les produits les plus performants et les flagships qui vont tirer tout le marché pour tirer les performances vers le haut, qui changent, mais tout le reste a une dynamique beaucoup bien moindre. Et d'ailleurs, pour te laisser reprendre ton souffle, j'entends souvent, mais c'était peut-être le cas pour les produits il y a 10 ou 15 ans, mais que dans un smartphone, il y avait l'équivalent en capacité de calcul, la même capacité de calcul que dans la fusée qui a permis à Neil Armstrong d'arriver sur la Lune en 69, quoi. Non, mais c'est pas la même capacité, c'est 1000 fois plus puissant. 1000 fois plus puissant, ok, c'est délirant. Moi, les processeurs sur lesquels j'ai bossé dans l'aéronautique, dans les fusées, c'est des rikiki à côté de ce sur quoi je bosse aujourd'hui sur des vieux smartphones, quoi. Ah ouais. Ouais, donc c'est juste des monstres de puissance et en fait, c'est juste ça qui est marrant, marrant. Il suffit de mettre les bonnes compétences sur le challenge pour y arriver, et évidemment après d'avoir un business case qui est consistant, qui permet d'en faire quelque chose qui est viable, quoi, économiquement. Alors, j'ai des dizaines de questions, Jean-Brieuc. Alors déjà, je trouve que c'est passionnant ce que tu nous racontes, mais donc on se doute que tu avais une affinité pour ces sujets-là, étant donné que tu touchais à ces machines, etc. Mais comment l'idée de te dire, tiens, je vais trifouiller, je vais démonter des smartphones pour en refaire des micro-ordinateurs, hésite pas à me reprendre si c'est pas les bons termes, hein. Comment l'idée t'est venue? Parce qu'en plus, comme tu l'as bien dit, c'est non seulement ces smartphones sont des fabriqués avec une précision diabolique, mais en plus ils sont fabriqués de façon à pas pouvoir être démontés la plupart du temps. Donc comment tu en es venu à te dire, tiens, je vais faire ça, et ensuite comment on fait ça? C'est vrai que jusqu'à présent on a beaucoup parlé du contexte des smartphones, des déchets électroniques et tout ça, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'utilisation finale ou des applications, de ce à quoi ça peut servir au final, des composants du vieux smartphone. Et donc nous on se concentre sur des applications, donc ce qu'on appelle des micro-ordinateurs. Donc ce sont des petits ordinateurs qui se trouvent partout autour de nous. Les ingénieurs appellent ça plutôt des ordinateurs embarqués, parce que typiquement ça peut fonctionner sur une batterie pendant très longtemps et être déconnecté du secteur électrique, et donc ça va consommer moins d'énergie et être moins puissant évidemment qu'un laptop ou une tour classique. Mais il va être plutôt monofonctionnel finalement. Oui, voilà. Donc c'est des ordinateurs qui sont faits pour une fonction pendant toute leur vie. Donc on va les retrouver. Ce qui est ingrat pour ces applications, ces produits, c'est qu'il y en a des milliards sur Terre. C'est la plus grande utilisation des processeurs sur Terre. C'est pour des ordinateurs embarqués, des applications embarquées. Donc mais on ne les voit pas. En fait, c'est une des spécificités, c'est qu'ils sont petits, ils sont cachés, on ne connaît que les services qu'ils nous donnent. Donc ça va être la régulation de la température dans votre maison, le fait que vous demandiez 19 ou 20 degrés
dans votre maison et toute la régulation de votre chauffage ou de votre pompe à chaleur, dans la pompe à chaleur, il y a un ordinateur embarqué ou un micro-ordinateur. Dans votre thermostat, il y a un ordinateur embarqué. Même chose dans votre trottinette électrique ou votre vélo électrique, l'ordinateur embarqué qui donne la position GPS, qui vous permet d'avoir une facture correcte pour votre trip de véhicules partagés, c'est un ordinateur embarqué. Une voiture, ça va de l'autoradio en passant par les essuie-glaces et par le contrôle moteur. Il y en a partout, dans les avions, les trains. Ah, tu veux dire que pour un essuie-glace, c'est un microprocesseur, pour l'autoradio, c'est en a encore un autre, etc. Oui, bon, évidemment, c'est pas un par fonction. Il y a un intérêt économique à centraliser les fonctionnalités ensemble, mais en tout cas, il y en a plusieurs dans une voiture qui ont différents rôles. Les caméras de surveillance. Tout partout, il y en a partout. En gros, tout où il y a des choses, toutes les applications, il y a des choses qui se font toutes seules. Il faut se dire qu'il y a un ordinateur embarqué, un micro-ordinateur plutôt, à un endroit qui fait le job. Et donc c'est un petit ordinateur qui consomme pas beaucoup d'énergie et qui a une application, un rôle bien défini. Et donc c'est là qu'on la base commune avec un smartphone. Un smartphone, c'est un ordinateur embarqué aussi, c'est un micro-ordinateur également. C'est tous les composants électroniques qui sont dedans, et particulièrement les processeurs et les modems. Les modems étant les éléments qui permettent de gérer toute la communication radio, donc le Wi-Fi, la 4G, le Bluetooth. À chaque fois, c'est des modems qui sont des processeurs spécifiques qui ont des fonctionnalités bien précises, et toutes ces technologies valent extrêmement cher, même neufs. Donc les composants neufs, comme ils sont très complexes, valent très cher, et donc c'est là que nous on se concentre en termes de business case, parce que c'est le low hanging fruit, comme on dit. Donc c'est la pomme ou le fruit qui est facile à atteindre, parce que il y en a beaucoup, ça vaut beaucoup d'argent, et donc il y a un business case qui semble évident, et d'où on en arrive à la partie industrialisation et démontage. On a commencé à travailler directement avec ou très rapidement avec des Fairphone, parce que ce sont des smartphones qui se démontent facilement. On a réussi à mettre en place un partenariat avec Fairphone qui nous fournit des milliers de Fairphone obsolètes, donc des Fairphone 2 de 2015, donc ça a quasiment 10 ans, qu'ils ont récupéré au fur et à mesure du temps, parce qu'ils ont un programme de buy-in qui fait que quand tu achètes un nouveau Fairphone sur leur site, tu peux renvoyer ton ancien et avoir une réduction, et c'est comme ça qu'ils récupèrent beaucoup de leurs smartphones. Et ce qui est la base de nos premiers micro-ordinateurs circulaires, puisque faut savoir aussi que ce qu'on fait de récupérer des composants de smartphone et de les réintégrer dans un micro-ordinateur, a priori on est les seuls au monde à le faire, ou les premiers au monde à l'avoir fait. Alors, je te confirme, avant de découvrir Citronix il y a quelques semaines, je n'avais jamais entendu parler de l'idée, mais quand j'en ai entendu parler, je dis mais quelle évidence, mais bravo quoi, c'est génial, et je suis pas surpris. En tout cas, je te dis, j'ai jamais entendu parler de projets comparables, parce que tu vois, même hier avec l'équipe, on regardait ce que faisait Raspberry Pi, Arduino, qui pourraient avoir des applications sœurs entre guillemets. Oui. Ils sont toujours sur du neuf quoi, et pourtant finalement, je trouve que il y a ça, tu fais un projet cousin finalement, peut-être plus sur de l'industriel, j'entends bien, mais en tout cas ouais, et donc très clair. Donc vous récupérez, donc ça c'est les premiers échanges avec Fairphone, ça devait être c'était au début du projet, j'imagine. Il fallait bien avoir un peu de gisement quoi. Ouais, c'est ça. Genre le premier, c'était l'ancien téléphone d'un de mes potes qui m'a filé, parce que moi j'avais plus de téléphone, et puis je commençais à chipoter dessus, à me dire c'est dingue, pourquoi personne le fait. Si personne le fait, c'est peut-être parce que personne ne voit. Il y a une réalité où il y a une nécessité de mindset shift, on va dire, donc d'adaptation du schéma mental, qui fait que dans un optique
d'énergie infinie et de disponibilité infinie des ressources, ben, ce qu'on fait n'a aucun intérêt puisque ça va globalement toujours être moins cher d'acheter du neuf. On arrive déjà à montrer qu'aujourd'hui on est compétitif versus du neuf actuellement, mais on parie aussi sur le fait que les coûts de l'énergie vont augmenter dans le futur, que les matières premières Les tensions géopolitiques vont augmenter. être de plus en plus rares, que c'est pas impossible que Taïwan, qui est le premier producteur mondial de microprocesseurs, ait des petits problèmes avec son voisin prochainement, et donc Ou même décalère en termes d'approvisionnement en précipitation. Enfin, ils ont eu pas mal de sécheresses qui ont été assez bloquantes en 2021-2022. Donc, ouais, tout ce que tu dis a beaucoup de sens. ouais, voilà, exactement. Et donc, dès maintenant, pardon, je t'ai coupé, mais donc vous sentez que vous êtes compétitif par rapport aux applications actuelles. Est-ce que tu, enfin, c'est de l'ordre de, enfin, vous êtes très proche ou comment ça se passe en termes de prix? Alors, donc, une remarque importante, c'est effectivement la comparaison avec Raspberry Pi et Arduino, où on n'est pas compétitif et on veut pas être compétitif avec ces produits-là qui sont destinés à du prototypage sur des petites quantités. Mais par contre, quand on passe donc sur quelques dizaines, quelques centaines de composants, c'est possible de sourcer ces cartes ou ces composants en relative petite quantité, mais en avoir 10 000 ou quelques milliers, c'est très compliqué parce que c'est très populaire et il n'y a pas les niveaux de production ou de disponibilité en Europe qui permettent de les utiliser. Alors que nous, on travaille sur des volumes de plusieurs milliers de cartes électroniques, et ce qu'on veut faire, c'est de proposer une alternative aux industriels qui ont besoin, donc aux startups, aux entreprises qui ont besoin de développer des produits qui ont qui doivent avoir des capacités de calcul et de connectivité, mais on doit être capable de leur fournir des volumes qui sont en ligne avec les volumes de produits qu'ils veulent produire, on va dire. Je sais pas si c'est assez clair. Mais donc Ouais, non, mais c'est très clair. Mais en plus, ce qui est génial, je pense qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est qu'aujourd'hui, tu l'as bien dit, ces micro-ordinateurs sont partout, mais surtout, on en jette à minima 200 millions par an, juste en Europe. Et dans le même temps, donc comme tu le dis bien, il y a le tableau de Mendeleïev qui est dans chacun des smartphones avec aucune possibilité de les récupérer. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on est toujours en train d'extraire et de détruire des écosystèmes dans des pays avec des conditions sociales ou de travail déplorables. Et donc en fait, tu es en train, avec ton équipe, de résoudre un problème majeur en termes non seulement écosystémique, sur les écosystèmes vivants, mais aussi d'un point de vue souveraineté européenne, résilience des tissus industriels. Enfin, c'est juste extraordinaire parce que encore une fois, c'est un vrai problème, surtout quand il y a Trump qui effectivement veut défendre Taïwan à tout prix, que la Russie est pas super au point, que récemment la Chine a commencé à dire telle ou telle matière, on arrête de l'exporter aux États-Unis parce qu'en fait, il y a des applications en termes de défense qu'on veut pas qu'ils aient facilement à disposition. Bref, c'est juste extraordinaire de se dire que t'es sur en train de résoudre un problème qui est on ne peut plus central, parce que bien sûr, on a toujours tendance à opposer environnement et technologie, mais il faudra bien aussi un petit peu de technologie pour optimiser les ressources qu'on a à disposition, quoi. Oui. Alors, je me suis posé beaucoup la question au moment de ma transition professionnelle. Qu'est-ce que je fais de mon bagage technique en ayant compris l'intérêt du low-tech ou plutôt l'approche low-tech était la solution, mais plutôt qu'est-ce que je fais en comprenant l'impact des chaînes d'approvisionnement mondialisées et de la complexité des produits qu'on consomme, etc. La réalité, c'est juste que oui, on pourrait retourner à l'âge des cavernes et de la sagaie et du silex, mais
entre-temps, on a quand même tout n'est pas à mettre à la poubelle. Je pense que ce qui est à mettre à la poubelle, c'est notre surconsommation effrénée et les volumes que à 10 milliards on arrive et les impacts qu'à 10 milliards on arrive à avoir. Si on Et en puis revient surtout, ce qu'il faut mettre à la poubelle, c'est ce que tu disais tout à l'heure, excuse-moi de te couper, mais c'est l'état d'esprit du jetable. Mais excuse-moi, reprends. Non, mais je voulais faire le lien avec avec le spatial au début dont tu as parlé, où le spatial à la base c'est un domaine de scientifique, où c'est pour de la recherche scientifique et de l'exploration scientifique. Et puis il y a eu des applications commerciales qui sont arrivées, que ce soit la télévision satellitaire à la base, et puis aujourd'hui l'internet par satellite qui sont c'est juste la massification et l'augmentation des volumes pour la consommation de masse qui commence à être problématique, mais les applications scientifiques de base, la recherche scientifique et la technologie en elle-même n'est pas un problème, c'est l'utilisation commerciale qu'on en fait et notre consommation effrénée, la consommation effrénée qu'on en fait qui est problématique. Ouais, clairement. Ouais. Et mais peut-être rapidement aussi donc, pour revenir sur le pricing et sur le prix. Globalement aujourd'hui, donc sur des volumes de quelques milliers de smartphones, on arrive à être à 80% du prix du neuf. Et demain, on commence à travailler sur des volumes de dizaines de milliers à centaines de milliers de smartphones. Donc à travailler sur autre chose que des Fairphone. Et là, on a des plans pour arriver à 20% du prix du neuf. Parce qu'en fait, nous, tu veux dire, juste pour être bien sûr de comprendre, mettons un micro-ordinateur est à 10 euros, vous arriverez à le vendre à 2? Ouais. Incroyable. Ouais, parce qu'en fait, sur des volumes, l'industrie, sur des gros volumes, il y a un prix unitaire en dessous duquel l'industrie, c'est pas descendre en qu'ils en fassent 1 million ou 100 millions, mais il y a toujours le coût d'acquisition des matières premières, etc., qui fait qu'ils savent pas. Ouais, bien sûr. Oui, ils vont peut-être gagner quelques cents par-ci par-là, mais ils savent pas descendre en dessous de ce prix. Et ça fait partie d'un des drivers principaux de leur prix. Or nous c'est le contraire, où on a un coût d'acquisition des matières premières qui est très bas. Mais par contre, on a des coûts d'ingénierie qui sont très élevés parce que c'est assez complexe de faire ce qu'on fait. Et donc, nous, dans une autre approche, notre prix limite, il est très bas. Et au plus on amortit nos coûts d'ingénierie sur beaucoup de systèmes, au plus on arrive à se rapprocher de ce prix limite qui est imbattable comparé à du neuf. C'est génial. Et je trouve que c'est une super illustration du concept d'économie circulaire où finalement, à chaque fois, l'économie linéaire sera très intense en ressources tangibles, énergétiques, quand l'économie circulaire sera elle beaucoup plus intense en travail humain. Et je trouve que ce que tu dis là est une super illustration, c'est-à-dire que là, on fait le shift de façon complètement évidente, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Par contre, pour moi, il faut être attentif au fait que il faut pas. On a souvent tendance à associer économie circulaire et artisanat, ou en tout cas, c'est peut-être le type d'économie circulaire qu'on connaît le plus autour de nous. Mais ici, nous, on a une approche qui est industrielle où complètement. Et donc, ça veut dire qu'il faut toute la logistique de retour, de récupération, de tri, des assemblages, de tests, etc. Pour y arriver. Et d'ailleurs, sur ce sujet d'accès au gisement, tu as beaucoup parlé de Fairphone, mais malheureusement, on sait bien que c'est pas les téléphones les plus vendus sur le marché. Qu'en est-il de votre potentiel de récupération des composants sur des modèles iPhone ou sur des Samsung, enfin les modèles les plus courants, disons? Oui. Alors, si on repart des 200 millions de smartphones jetés annuellement en Europe, donc nous, c'est un peu notre objectif, c'est d'en capter et de reconditionner les composants d'un maximum dans les prochaines années.
Et donc si on regarde, oui, mais effectivement, malheureusement Fairphone c'est 0,00 je sais pas combien de 1% de ces 200 millions, mais c'est pas beaucoup. Par contre, sur le restant, il y a plus ou moins, de tête, c'est 40% d'iPhone et 60% d'Android. Or, pour reprogrammer un processeur d'un smartphone, eh ben, il faut une technologie open source ou relativement open source, et donc ou en tout cas c'est plus facile si c'est relativement open source, et donc on ne travaille pour l'instant qu'avec des smartphones, pardon, Android, parce que Android partage une partie de son code source avec Linux. Donc nous, on reprogramme ces smartphones Android avec un Linux open source, parce qu'il y a une base commune. Par contre, on ne sait pas faire ça, ou c'est beaucoup plus compliqué de le faire avec un iPhone, parce que ils sont partis sur des architectures processeurs et puis ils ont tout fermé, il y a rien de dispo. Ils sont vraiment arrangés pour que, voilà, exactement. Et donc ça veut dire que la suite, c'est des smartphones Android qui ont été vendus en millions d'exemplaires en Europe. Donc ça va parler de Samsung, de Huawei, dans des gammes mid to low range. Donc c'est les smartphones les moins chers que monsieur et madame tout le monde ont acheté, pas nécessairement les flagships high-end super chers, parce que ça, il y en a moins que ceux qui sont moins populaires. Et je suis désolé, je pense que je pourrais tenir des heures tellement je trouve ça passionnant. Mais alors attends, ok, t'as plein de modèles de smartphones différents, donc on va se concentrer que sur les Android, mais à chaque fois, le processus de démontage, il va être un petit peu différent, donc ça demande un temps délirant pour récupérer chacune des pièces. Enfin, comment vous arrivez à vous en sortir là-dessus? Évidemment, je te demande pas de nous partager tous vos secrets, etc. Mais c'est la première question qui me vient à l'esprit. Oui, ça fait, c'est justement ça le challenge, on va dire, ou une partie du challenge, et c'est c'est là où on veut développer une expertise et être les meilleurs. C'est être les meilleurs sur la partie extraction, démontage, test des smartphones, et donc effectivement c'est un processus associé à chaque modèle de smartphone. Et puis après, la clé, c'est comment est-ce qu'on arrive à communaliser certaines étapes. L'objectif étant de minimiser au maximum les coûts d'extraction pour être juste compétitif. Il n'y a rien à faire. Si on arrive à atteindre cet objectif de 20% du prix du neuf, c'est un no-brainer pour beaucoup de personnes de se dire, évidemment que je pars sur une solution Citronix. Ma solution, elle est, même s'ils s'en foutent de l'aspect environnemental, on va être tellement révolutionnaire, on va dire, en termes de logique de développement d'ingénieurs, parce que souvent c'est cost-driven. Et donc, c'est le coût qui décide ce qu'on fait. C'est là-dessus qu'on va être les meilleurs. Alors, ça m'amène à d'autres questions. Là, vu qu'on a traité l'aspect approvisionnement, votre modèle économique, dis-moi si je me trompe, mais en fait, vous allez proposer des micro-ordinateurs à la demande d'industriels, c'est-à-dire à la série de 10, 20, 30 ou 100 000. Et donc, en fait, vous faites un petit peu du sur-mesure par rapport à une production ou un cahier des charges demandé? Non, en fait, malheureusement et heureusement, tu vois, on veut pas être les seuls à faire ce qu'on fait. Parce que ça veut dire que ce serait nous le bottleneck. C'est en fonction de la taille de notre équipe et qu'on saurait, qui définirait le nombre de smartphones ou de cartes mères de smartphones qu'on peut reconditionner. Et donc notre approche, c'est notre expertise et notre métier, c'est d'être un enabler, un activateur de l'économie, de l'électronique circulaire. Et donc nous, notre expertise, c'est récupérer les smartphones en quantité industrielle, les sortir et développer tous les outils qui permettent de les sortir et de les reprogrammer pour pas cher. Et puis après, en fait, on joue le rôle d'un fournisseur d'électronique
comme des gros acteurs européens ou surtout américains qui produisent des puces électroniques par millions et qui les vendent à des bureaux d'ingénieurs ou à des entreprises qui vont les assembler dans leurs produits. Donc en fait, nous, on joue le rôle notre rôle, c'est de fournir des composants électroniques, et donc c'est une des difficultés, on va dire, pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas, c'est qu'on ne développe pas tous les micro-ordinateurs, on ne développe pas nous-mêmes. Ouais, vous faites pas les applications, en fait. Voilà. Vous êtes, si je me permets de synthétiser, encore une fois, n'hésite pas à me reprendre, vous êtes des fournisseurs de composants. Voilà, un peu, circulaires. En gros, tu prends des Lego. Nous, on fournit certains blocs spécifiques, et puis il y a d'autres entreprises qui vont faire les plans pour une maison ou un avion avec ces blocs Lego-là. Bien sûr. Et puis c'est eux qui vont vendre la maison ou l'avion au bon enfant qui veut la maison là. Excellent. Ouais, tout à fait. Ah non, mais c'est vraiment génial. Et en plus, cette démarche de se dire, bah voilà, l'idée c'est qu'on doit pas être les seuls à pouvoir le faire. C'est top. Et par rapport, alors là, tu me diras, je vais peut-être un peu loin, mais en fait, comme j'avais en tête que vous fournissiez directement le produit assemblé, je me disais que ça pouvait être intéressant même d'imaginer un modèle d'économie de fonctionnalité à vos clients, dans le sens où en fait vous êtes là en tant que fournisseur de microprocesseurs, et puis vous reprenez les anciens, vous les remettez éventuellement en état de fonctionnement, mais finalement ça c'est déjà peut-être encore un projet à part. En tout cas, chaque chose en son temps. Ici, déjà juste amener de la circularité dans le monde de l'électronique où ça ne se fait pas. À la base, on ne réutilise pas un circuit électronique dans le secteur high-tech actuellement. Déjà, juste amener ça et ce shift d'état d'esprit, c'est déjà un combat en soi. Mais après, effectivement, une fois qu'on l'a reprogrammé une fois qu'on l'a réintégré une fois dans un produit, il suffit de retirer quelques vis, le reprogrammer une nouvelle fois et c'est bon, c'est reparti. Hein. Donc l'étape d'après, comme tu dis, de donner plusieurs vies aux composants dans différentes applications, c'est tout à fait gérable. Il faut juste anticiper les aspects retour, business model, etc. Et souvent, il faut que l'application finale soit elle-même en quelque chose as a service, quoi. Pour que elle fasse le leasing, et en fait, tout le monde fait du leasing, et donc tout le monde repaye tous les mois ou tous les ans, partage le gâteau à son fournisseur ou pas à chaque période ça permet de distribuer les risques, quoi. Je sais pas si tu vois. Bah oui, complètement. Et en plus, j'ai envie de dire, la réglementation va dans votre sens. Dans le sens où, par exemple, on parle de plus en plus de passeports produits digital. Alors, c'est notamment plus pour 2027, mais bon, on arrive bientôt à 2025, ça va se rapprocher. Et donc, ce genre aussi d'exigence légale va aller dans votre sens, dans le sens où il va falloir pouvoir avoir la liste complète des composants à l'intérieur. Donc, j'imagine que rien que d'avoir la liste, ça peut vous permettre de gagner aussi beaucoup de temps. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans un environnement qui n'est pas très coopératif, et donc, mais c'est sûr que toute initiative réglementaire qui nous facilite le boulot sera plus que bienvenue. Ça veut dire qu'on va être encore plus compétitif, et donc on va encore plus tout défoncer. Gagner du temps et tout, ouais, c'est ouf. Et justement, en termes de tout défoncer, quel est votre objectif chez Citronix pour les 3 ou 5 années à venir? Alors 2025, c'est tripler le nombre de partenaires qui travaillent avec nos composants. Donc c'est souvent des bureaux d'ingénieurs, hein, ou en tout cas des ingénieurs qui travaillent avec nos composants pour développer des produits, soit pour leurs clients, soit pour leur employeur.
donc tripler ce chiffre-là et puis multiplier par 10 aussi le nombre de dispositifs qui sont déployés dans la nature, donc qui sont en utilisation, quoi. Donc ça, c'est juste pour 2025? Ouais. Bon, c'est que vous êtes au tout début de l'aventure, donc tu peux encore avoir des taux comme ça, c'est ça que tu veux nous Ouais, dire? certainement aussi, mais aussi histoire de Mais c'est déjà mettre costaud. la barre haute. Et puis, oui, ben, ça reste une activité pleine d'inconnus. Donc, et garde, à la base, personne ne pensait qu'on pouvait faire ce qu'on fait. Donc, Ouais, mais qui peut juger des chiffres qu'on annonce? Si on a ouais, déjà c'est fait une clair. fois, on va le refaire. Ouais, c'est clair. Et justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, comment on peut vous aider? Alors, mis à part peut-être dire aux quelques bureaux d'études qui pourraient être intéressés, mais comment on peut faire connaître Citronix ou comment on peut vous être utile? Alors, le plus simple, c'est de pas laisser dormir vos smartphones dans vos tiroirs. Ouais, Moi-même, j'en ai gardé longtemps en me disant, putain, il fonctionne encore, j'ai pas envie de l'envoyer au recyclage, ouais, il va être pété. Et puis oui, ça peut servir un jour quand tu as besoin d'un vieux téléphone, mais c'est dommage parce que au plus il dort, au plus il perd de la valeur. Donc, faut le ramener à son shop télécom ou le revendre sur back market ou je sais pas pas quoi, mais qui finissent dans le circuit de reconditionnement le plus rapidement possible pour que il ait d'autres vies qui l'attendent et qui finissent au bon endroit. Déjà, c'est le plus facile. Et puis après, le jour où nos clients commercialiseront leur solution avec de l'électronique circulaire dedans, ben faut acheter ou en tout cas plutôt même avant se renseigner sur les initiatives qu'il y a autour de nous et essayer en fonction du budget et des possibilités de choisir le produit qui nous convient avec l'impact environnemental qui est le moindre. ouais. Et puis, par exemple, il y a quelques années déjà, peut-être 2 ou 3 ans, l'indice de réparation est arrivé en France. Alors, peut-être qu'il est arrivé en Belgique, je sais pas. Mais c'est déjà aussi un bon indice aussi sur le choix du smartphone qu'on peut faire quand on en achète un, Ouais, quoi. exact. Exact, et même chose pour tous les produits. En gros, quand je dis acheter en essayant de réduire l'impact environnemental, ben, il y a des indices ou des trucs qui permettent de faciliter la réflexion. Et effectivement, que ce soit l'indice de consommation électrique ou l'indice de réparabilité, tout ça mais aussi comprendre un petit peu ce qu'on achète ou s'il n'y a pas un piège, quoi. Il n'y a rien à faire. Il y a des marques Ouais, bien sûr. qui t'attachent à elles euh, et qui sont des pièges et qu'il faut arriver à détecter avant d'acheter, quoi. Ouais, faut pas croquer dans la pomme, quoi, comme certains l'ont fait. Je le dis en ayant un Mac juste devant mes yeux, mais moi je l'ai pas sur j'ai plus de smartphone Apple. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, bravo Jean-Brieuc. Franchement, c'est juste extra. Je trouve que c'est hyper inspirant ce que vous faites, et en plus c'est un domaine effectivement dans lequel on se disait que les dés étaient pipés et qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Donc je trouve que c'est génial ce que vous arrivez à démontrer. Et puis je trouve qu'une autre leçon aussi que tu nous apprends directement, c'est que il faut encore féliciter Fairphone parce que c'est quand même une marque, une entreprise assez unique qui avait des convictions hyper fortes, en l'occurrence plus éthiques initialement, puis ils ont été très forts sur la réparation, donc sur le montage, et donc c'est grâce à ce type d'initiative que Citronix a pu initier son aventure. Donc je trouve que ce qui est génial, c'est de se dire, bah, cette entreprise-là a permis en plus d'autres aventures entrepreneuriales, quoi. Ouais, pour moi, je reconnais enfin, l'aspect un peu écosystémique, quoi, hein, où en fait, pour créer un écosystème spécifique, quel qu'il soit, ben, il faut toujours un premier acteur ou un ensemble d'acteurs, et puis c'est par des valeurs partagées, des intérêts communs que ça commence à se renforcer et que l'impact aussi commence à grandir. Donc, moi, je vois la même chose au niveau
énergie thermique ou réseau de chaleur en Belgique, par exemple, où il y a quelques acteurs qui sont apparus et puis qui sont très forts sur la collaboration et le support aux partenaires, et donc qui créent des écosystèmes complets. Donc ça rappelle la force d'un écosystème, et encore plus quand on est start-up, un écosystème de start-up qui partage. Bon, évidemment, Fairphone n'est plus une start-up, mais en tout cas, il y a des leçons à apprendre, en tout cas, sur ces aspects de collaboration-là, et beaucoup de choses à récupérer, quoi. Et ce qui est génial aussi, pour finir sur Fairphone, pour aller aussi dans ton sens, c'est que ils ont eu aussi un autre état d'esprit. Ils sont repartis sur des principes différents. Ils ont pas proposé, ils ont proposé quelque chose à la marge. Ils ont pas essayé d'améliorer les pratiques des mastodontes. Ils ont fait leur solution sur le côté, et finalement ça crée d'autres systèmes et un autre sous-système qui peut être Citronics, et donc c'est une belle leçon pour nous tous, quoi. Ouais, mais c'est là que enfin, ils n'imaginaient pas à la base, en partant sur un design réparable, de l'intérêt et des opportunités que ça représentait, et même des opportunités de business que ça représente pour eux, puisque on leur rachète ces smartphones, et donc ça illustre juste que certains choix qui sont vertueux, qui peuvent sembler inintéressant économiquement selon un angle de lecture, ben en fait selon un autre angle de lecture, ou dans un autre monde, et selon un autre mindset, sont tout à fait bénéfiques, et oui, et ont un intérêt énorme au niveau de la société et de l'entreprise, mais aussi de la société en général, quoi. Yes, bah ouais, complètement d'accord. Je vais conclure avec juste une dernière question, un petit peu plus prospective. On va partir du principe que j'ai cru comprendre dans ton dos que tu avais des enfants. Et ben ma question c'est qu'est-ce que tu dirais à tes petits-enfants dans 30 ou 40 ans pour leur expliquer les débuts de Citronics? Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à le faire? Et en espérant, et je pense qu'on pourra le dire, que Citronics est devenu une référence dans le domaine. Comment tu leur parlerais de ce sujet-là, qui pourra peut-être leur sembler évident à leur époque? Bah moi je pense que la base c'est de suivre ses passions, ou de savoir et de trouver ses passions à la base, et puis de savoir d'oser se faire confiance. C'est aussi simple que ça, on va dire. Et puis oui, entre des passions, se faire confiance, et réaliser quelque chose, ben il y a une bonne dose de niaque, et c'est pas facile tous les jours, et s'accrocher à ses rêves, quoi. Donc, et je pense que ça vaut pour l'entrepreneuriat, mais comme pour n'importe quel autre but dans la vie, qui est louable, quoi. Top. Bah encore une fois, un grand bravo, Jean-Brieuc, c'est génial ce que tu fais avec Citronics. J'ai oublié de te demander, vous êtes combien actuellement chez Citronics? Les 4 personnes. Ok. Bah bravo à toutes les 4, et puis bah au plaisir de se rencontrer en Belgique ou en France quand tu es de passage, mais en tout cas belle route à toi, et puis encore bonne chance pour Citronics. Merci bien, merci à tous.